parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Sur Espace TV, tous les matins, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé. Voilà, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le 14 septembre dernier, lui et ses hommes rencontraient donc le CNRD. C'était donc à la faveur de la concertation nationale initiée par les nouvelles autorités guinéennes, la COREP, Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée, était donc alors porteuse d'un mémorandum, il le dit ce matin à l'attention donc des autorités de la transition, une planchette donc de propositions sur 3 axes majeurs, notamment sur la durée de la transition, la composition donc du gouvernement et l'organe transitoire devant faire office donc du Parlement, On essaie de comprendre ce matin. Retour donc sur la naissance et les actions donc de la COREP avec son président, Elhadj Mamadou Sylla, président donc de l'UGD. Il sera avec nous ce matin, mesdames et messieurs, ancien chef de file de l'opposition. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG avec notre ami. Bonjour, mon cher Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, bonjour à vous, Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour El Guirassi, bonjour à tous. Bonjour à vous, Ahmed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, ça a évolué, hein, mon cher Antoine, voilà. Oula. Mais voilà, c'est comme ça souvent j'oublie ceux qui sont prêts. Bonjour Lamine. Bonjour, excuse-moi, voilà. Allez, on s'intéresse évidemment à cette actualité, mon cher Jacques Lewalino. Une transition, 4 autres nouveaux ministres arrivent au gouvernement. Oui, 4 autres ministres qui ont donc été nommés hier. Les décrets ont pris du temps à arriver à la RTG. On a pris des informations après. Il semble que les interviews qui sont organisées pour étudier un peu les dossiers de chaque candidat à ces portefeuilles ministériels ont dû prendre du temps. Il y a un système qui est mis en place pour écouter d'abord, pour l'intéresser, donc au niveau d'une commission. Après, on le fait passer devant le président de la transition, le premier ministre, et puis le ministre secrétaire général de la présidence. Donc, pour certains, c'est jusque tard la nuit que finalement le décret a été confirmé. C'est pourquoi il y a eu tout ce temps. Donc, parmi les 4, on a bien, de façon générale, la connaissance que ce sont des personnes qui ne travaillent plus pour l'administration publique. Parce que j'ai dit travaillent plus parce que si vous prenez les 2 autres, Maurice Sanda et Julien Yombuno, sont des hommes quand même qui sont passés par la fonction publique. L'un a été médecin, directeur préfectoral de la santé, je crois du côté de Kouroussa, avant de partir pour cette organisation qui milite, n'est-ce pas, en faveur de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et puis Julien Yombuno, un enseignant, professeur de français, qui a commencé par Lola et qui finit par devenir enseignant à Manéa. Et puis il a continué à travailler dans le secteur de l'éducation, même au sein des institutions auxquelles il a appartenu, notamment Plan International, Guinée, et l'UNICEF, SOS Village d'enfants, et très récemment il était en Guinée au compte de l'UNICEF. Et puis l'autre Pathé qui nous vient de la Guinée-Bissau, représentait donc les Nations Unies à ces niveaux. Je disais à quelqu'un ce matin, les Nations Unies nous envahissent avec les nominations d'hier, et puis la dame Charlotte Daffé qui travaillait donc pour Total. On a donc globalement cette connaissance de ces hommes. Maurice Sanda reste certes le plus connu de tous parce qu'il a été au devant de la scène dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et il a
tout le temps pris la parole, il a eu des prix à l'international et c'est important de le lui reconnaître. Il y a des interrogations qu'on peut tout naturellement avoir. Est-ce qu'on l'aurait pas mis là où non aux affaires étrangères parce qu'il est médecin? Peut-être qu'on aurait pu l'avoir du côté du ministère de la Santé. La même question. Ça aurait été un peu trop téléphoné, justement. Voilà, on aurait pu dire la même chose pour Julien, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie durant au sein sur les questions de l'éducation. On l'aurait peut-être mieux attendu du côté de l'éducation que de l'avoir au niveau du travail et de la fonction publique. Mais encore une fois, les autorités de la transition ont leur raison, puisqu'ils ont interviewé les personnes et ils les ont entendues sur un certain nombre de choses. Certainement, ils savent pourquoi ils ont jeté leur dévolu sur ces personnes-là. Ouais. Allez-y, mon cher... Non, mais moi, je ne boude pas mon plaisir ce matin. D'abord parce que on sent qu'il y a un véritable travail de fond, de recherche, de compétences, et ça, c'est important, de mérite. Tu as rappelé... le parcours de certains qui ont vraiment travaillé d'abord à l'international mais aussi en région. On sent et puis ce sont des gens qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Donc il va y pas y avoir de mamaya, tu sais les habituelles familles qui viennent. Qu'est-ce que t'appelles mamaya? Non, mais tous ces trucs là qui étaient insupportables dans les négociations de ministres où on avait l'impression que le mec arrivait, il n'était pas là, il était là pour servir une famille. Là Doumbouya, je sens qu'il a quand même sonné la fin de la récré sur pas mal de choses et le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que c'est un gouvernement, on sent que ça va être un gouvernement de technocrates. C'est-à-dire des mecs qui vont prendre les dossiers un par un, qui vont connaître et qui vont savoir de quoi ils parlent et qui vont bosser, comme on le dit, et on le répète ici, ou Doumbouya, le président Doumbouya l'a répété, ou d'autres personnes, pour la nation et non pas pour eux-mêmes. Donc, moi, pour le moment, encore une fois, je suis ravi. Vraiment, je ne boude pas mon plaisir ce matin, même si l'attente hier, il faut quand même qu'on en dise un petit mot, a été très longue. On a attendu quand même jusqu'à minuit, on est patriotes. Hein. Au bout d'un moment, on était un peu fatigués. Bon, je ne vais pas en rajouter. Tu me vois venir, je vais rien dire. Un moment ou l'autre, tu sauras en fait la nomination. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi les gens ils veulent savoir tout de suite. C'est dingue. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que c'est excitant en fait. On attend de voir les nouvelles têtes et surtout, alors moi ce qui m'amuse en ce moment c'est que tu sens on appelle ça l'adrénaline. L'adrénaline, exactement. Ouais. L'adrénaline de l'État. Je finis juste. Ouais. Et puis bon, j'aurais quand même, il faut que le président de Doumbouya arrête de mettre nos marabouts au chômage là parce que ça va plus aller là. Les pronostics sont, je sais pas où ils vont. Caduc. Mais c'est du lourd ce qu'ils sont en train de nous faire. Et je suis vraiment ravi. Prendre son temps. Allez-y, Antoine. Exactement. Maurice Sanda, tu l'as interviewé l'année dernière. Oui, Maurice Sanda, on a... Entre nous, hein, c'est bien ça. D'entre nous, c'est parmi les nominations qui ont été faites, c'est l'un des cadres que je connais le mieux pour l'avoir. Il faut le dire clairement. Laissez Antoine tranquille, allez-y. Il en a brossé un portrait aujourd'hui. En fait, tu vois, énorme. Il est jaloux d'Antoine en fait. Tu vois ce que tu veux dire? C'est normal. Hein. C'est son problème. Christian et Guerzé et tout ça, c'est bizarre. Maurice Sanda, pour les grandes gueules. Pour ceux qui l'ont suivi, on a pu, à travers l'interview qu'on a eu avec lui, retracer son parcours. Exact. Voilà, il y a quelques-uns de ces passages au niveau du ministère de la Santé que je vais rappeler tantôt. Il faut dire que Maurice Sanda fait partie de ceux qui ont initié le projet de l'hôpital Donka, qui a été construit. Maurice Sanda est directeur des opérations du comité interafricain, rapporteur de la commission sur le statut des femmes, chef de la division de la santé et de la reproduction au ministère de la Santé de la République de Guinée, chef du projet de rénovation de l'hôpital Donka, concepteur, réalisateur et donateur de l'hôpital flamboyant de Conakry, directeur national des hôpitaux quand même. De Conakry au niveau de, je crois c'est à Simbaya, directeur national des hôpitaux au ministère de la Santé de la République de Guinée, directeur des relations extérieures du ministère de la Santé de la Guinée-Conakry, formateur pour l'université Clark Atlanta aux États-Unis, fondateur de la cellule de coordination. Antoine. Non, c'est important de rappeler cela pour un peu rappeler l'expérience. Mais oui, on sait que c'est nous. Récemment, il a reçu le prix Nelson Mandela 2020, un prix qui ne se donne pas à n'importe qui, ça se donne chaque 5 ans, mais à des personnes qui posent des actes vraiment importants pour l'humanité. Et lui, il a été distingué pour les nombreuses actions en faveur des femmes. Et donc, c'est un Guinéen qu'il a reçu. J'ai vu qu'à l'époque, il n'y a pas eu assez d'accompagnement là-dessus.
Nous, on l'a fait, mais j'ai vu que au niveau du haut niveau, il n'y a pas eu assez d'attention qui a été reçue par un Guinéen des Nations Unies. Bien. Donc, c'est important de rappeler. De l'autre côté, il faut tout de même, Ahmed l'a rappelé tantôt, on constate que les nominations qui sont faites se font de façon progressive et de façon assez minutieuse. J'ai vu hier la stratégie de la RTG. On nous a obligés à suivre leur programme hier. Ils n'ont pas obligé. Attendez. Non, attendez. Tu pourras aller te coucher. C'est vrai. Les grandes gueules. C'est pas la RTG. Non, attendez que je finisse. La RTG est loin de ça, sincèrement. La RTG est loin de ça. Dans ce cas, mieux vaut, en pareille situation, faire une bande défilante. Attendez que je finisse. Les grandes gueules. La présentatrice a annoncé, dans un instant, vous suivrez une série de décrets. Attendez, des Guinéens sont... On sait tous dans quel contexte nous sommes. Les Guinéens sont à la totale dans un instant. Un instant, c'est pas dans 2 heures ou 3 heures. Bien, merci. Lamine, c'est important que je le dise. C'est bon, tu l'as dit. La prochaine fois, mieux vaut se taire. Bien. Qu'elle se taise, qu'on fasse passer une bande défilante pour dire des décrets à 0h ou à 1h du matin. Merci. On ne peut pas faire attendre les gens. Faire diffuser. Attendez. Mais la RTG n'a pas l'heure à laquelle les décrets vont arriver. Merci. Les décrets arrivent. S'ils n'ont pas de programme, mieux vaut ne pas annoncer. Bien. Hier, on a fait attendre des Guinéens pour un programme nul. Bien. On nous fait suivre Clap. Clap, c'est quoi? Allez, non, mais attendez, allez, c'est bon là. Il va à 10 000 ans. Non, c'est pas bon là. C'est pas bon. Allez-y, Ahmed. Calme-toi, Antoine. Allez-y. Mais allez-y. Antoine, il passe pas à l'antenne. Allez-y, Antoine. Calme-toi. C'est pas possible. Maintenant, Antoine, quand même. Il faut que je le dise. Les grandes gueules. Clap, c'est une émission de Sano. Antoine. Attendez, Lamine. Clap a été retiré de l'antenne depuis... Antoine, tu peux pas dire ça. C'est une émission. C'est une émission de Évoluons, les gars. Clap du grand frère, ça c'est une belle émission. Mais on l'a retiré des programmes depuis longtemps. Bien. On l'a retiré depuis des années. C'est hier qu'on l'a ramené par magie. Merci pas lui. Et des anciens numéros qui datent de 2000 combien. Merci, Antoine. Juste pour nous faire attendre. Merci, Antoine. Quand même. Merci, il faut qu'on nous Antoine. respecte un peu. Allez, calme-toi. Non, Allez. quand même. Allez-y. S'ils n'ont pas de programme à nous proposer, Allez-y. qui nous évite parfois de faire passer des temps inutilement devant ça l'écran. coule, hein. Hier, j'ai eu Là, ça coule. c'est pas juste. Ça glisse, Antoine. Là, ça glisse. Je veux dire Antoine qui ça sert à rien de se mettre en colère contre la RTG parce que c'est pas la RTG qui a le programme, parce que ce qu'on nous dit, oui, mais si, d'accord, il parle des programmes, ça c'est un autre débat, on en parlera, mais oui, mais moi je vais pas m'attaquer à la RTG parce que le décret il a duré. Bien. Quand on nous, d'ailleurs même dans des comédies, on entendait que les grandes gueules du côté de RTG Boulbidé, et on lui a dit que non, c'est Coloma. Donc c'est pour vous dire que non, c'est des compétences à la fin du compte. Hein? Oui, ce sont les compétences. Ouais. Moi, je dis tout simplement que des compétents, nous en avons déjà eu dans ce pays. Ouais. Des compétences énormes. Mais à la fin, non, il y en a beaucoup. Non, mais c'est bien qu'il alerte, hein, c'est très important. Je ne vais pas me mettre à citer des noms, mais je peux vous dire que... je peux vous dire c'est le système qui vous n'en voyez pas. Si je vous dis que monsieur Lonsenifal était un bon cadre, vous allez me dire le contraire. Vous pouvez défier ses compétences. Vous ne pouvez pas défier ses compétences. Donc, laissez-moi de savoir quelle trace il a laissé. Laissez-moi continuer. Quand la arrête les superlatifs, Ahmed. Quand la Guinée a lâché, ceux qui ont besoin de lui l'ont automatiquement pris. Arrête les superlatifs. Alors je vais dire que des compétences, arrête les superlatifs. nous en avons dans ce pays, nous en avons eu à des postes de responsabilité. On peut faire tous les tests qu'on veut, mais les personnes qu'on choisit, si au bout du tunnel, ces personnes-là sont de mauvaise foi, ça ne marchera pas. Du tout. Donc il y a ce problème. Et il faut pas oublier un facteur. Dans les départements ministériels, les ministres sont souvent compétents, mais les cadres qui s'y trouvent, qui ont pris des années là-bas, parfois quand il y a un ministre qui arrive, vous avez l'impression que ce ministre-là leur avait fait quelque chose. Mais ils sont prêts à tout pour le faire échouer. Ce n'est pas normal. Donc c'est bien de changer la tête du ministère, c'est-à-dire mais il faut laisser la largesse au ministre pour composer son cabinet et qui mette les autres au placard. Parce qu'on l'a remarqué avec les différents gouvernements qui se sont succédés au temps du professeur Alpha Condé, mais aucun n'a pu former son cabinet. Donc ces ministres-là, peu importe leurs compétences, mais ils ne pouvaient pas forcément
évoluer comme ils voulaient parce qu'il y avait des gens qui mettaient les bâtons dans les roues. Alors, donc, je pense qu'il faut voir cet aspect. Après la nomination des ministres, qu'on leur laisse cette possibilité de pouvoir former donc les cabinets. Alors, donc, le reste, moi, je ne connais pas du tout ces personnes-là. Comme ils l'ont dit, à part Dr Mourissanda qu'on a souvent vu à la tribune des Nations Unies, les autres, on ne les connaît pas. Mais on espère, et j'ose croire, que tout ce qui est dit, quand on dit que non, ils passent devant un comité, il y a ceci, il y a ceci, et que c'est vrai, et qu'au bout, c'est vraiment par compétence qu'ils ont été cooptés. Si c'est le cas, c'est la Guinée qui gagne. C'est ce que nous souhaitons. Mais qu'on leur donne la possibilité de faire ce qu'ils doivent faire comme job. Sinon, mais ils peuvent être les plus grosses têtes de la Guinée, ça ne marchera pas. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec nous, parce que notre disque dur est infecté en Guinée, hein, mon cher Tamba. Ce qui est bien, pour les quatre, hein, la quatrième, je ne la connais pas bien. Non, je dis que je ne la connais pas bien comme cadre. Celui qui nous vient de Bissau, le ministre de la Santé, lui non plus, mais pour ces trois-là, et même pour la dame, il y a quelque chose qu'ils ont en commun. C'est pas seulement d'avoir travaillé pour le système des Nations Unies, mais c'est forcément des gens habitués à des programmes. À des programmes. D'ailleurs, aujourd'hui, la tendance ailleurs, c'est de constituer, on parlait de budget hier encore, donc la loi de finances. Ailleurs, la tendance aujourd'hui, c'est de construire les lois de finances autour de programmes. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont montés, ils sont logés à l'intérieur de packages qu'on appelle finalement des programmes, et ces programmes sont évalués. C'est sur cette base que la loi de finances émerge. Sauf que nous, on est encore dans le temps avant. On fait des lois de finances sur des lignes, tout simplement, des prévisions de ce type, et ça n'est pas forcément gage d'efficacité. Maintenant, pour revenir à ces visages. Lamine, je disais tantôt qu'ils ont un mérite, c'est celui d'être habitués à des programmes. Ça veut dire qu'il y a des objectifs, ils savent les fixer, il y a des résultats à atteindre, il y a des indicateurs de vérification de l'atteinte de ces résultats. C'est des gens donc qui savent construire des programmes. Le pragmatisme. Ça, exactement. Ce sont des gens qui sont habitués à ce pragmatisme, qui ont eu à rendre compte pas à des niveaux basiques, mais à des niveaux internationaux. Quand vous êtes représentant pays, comme c'est le cas de l'actuel ministre de la Santé, vous ne dormez pas. On vous dit, vous travaillez dans votre scope of work, on vous dit, vous travaillez de 8h à 16h. Mais la mine, jusqu'à 2h, 3h du matin, vous êtes parfois obligé d'être debout pour répondre à des mails. Ce sont des cravacheurs d'un certain ordre. Donc c'est quelque chose de très très bien. Rapidement, Maurice Anda Kouyaté, système international, il y est habitué. Et pour revenir rapidement sur lui, en plus de tout ce qu'on a pu entendre à la mine, diriger quand même le ministère des Affaires étrangères, la coopération et l'intégration africaine et les Guinéens de l'étranger. Mais c'est quelque chose de particulièrement lourd et qu'il va devoir porter. Conduire la coopération bilatérale, donc d'État à État, parce que c'est quand même le chef de tous nos ambassadeurs, de tous nos consuls. Donc la politique guinéenne à l'étranger, apporter la Guinée au monde, ce sera de ses prérogatives, mais également la coopération multilatérale à laquelle il est habitué, parce que c'est un homme d'institution, travailler d'institution à institution, et dire justement que nous avons quelqu'un comme ça. Donc sur les compétences, moi je trouve que c'est quelque chose de particulièrement intéressant que nous avons en ayant ce type de profil. Maintenant, et il est vrai, sans cette liberté, sans cette volonté politique qui permette à ces acteurs-là de pouvoir bien travailler, c'est une chose. Julien Yambouno, Jacques l'a dit, en Guinée, avec plan international jusqu'à UNICEF, mais en dehors de la Guinée, au Cameroun par exemple, où il a conduit des programmes nationaux sur l'éducation. Sincèrement, quand j'ai vu Julien Yambouno, je me disais, mais est-ce que c'est le même que l'on connaît ou est-ce que c'est un autre? Parce qu'effectivement, il aurait eu plus de marques au niveau de l'éducation, par exemple, un département de ce type. Mais encore, il y a quelque chose de transversal, c'est celle de pouvoir construire des programmes et de pouvoir les mener. Maintenant, Antoine a raison. C'est un consommateur de l'information, c'est un auditeur, c'est un téléspectateur.
attendre pendant plus d'1 heure, plus de 2 heures, un programme qu'on vous a annoncé dans un instant, c'est totalement logique de s'énerver après ça, même si, encore une fois, c'est pas la RTG qui est responsable de ça. Ouais. Mais je dis encore, je dis encore. Tu vas te coucher. Pour terminer. Le matin, tu vas regarder. Le matin, tu regardes sur Facebook. Alors, pour terminer, tout le monde n'a pas le même comportement face à l'information, et vous le savez. Ouais. Je veux terminer en disant, mais au lieu de s'en prendre à Jacques, prenez-vous-en à Antoine, prenez-vous-en à Jacques, qui continue à circuler sans plaque. Ouais. Il fait des voyages dans... Non, mais il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Merci beaucoup. Ouais. Allez-y, mon cher Moussa Moïse Sylla, s'il te plaît. Voilà, je sais pas, il va de coq à l'âne, ce garçon. Je comprends rien du tout. Voilà, non mais, en fait, tu vois le terme, dans un instant, tout à l'heure, à la radio, les gens font tellement de choses. D'accord, mais la mine, 3 heures, 4 heures d'attente. Allez-y, c'est normal que pour un téléspectateur, on se retrouve désabusé. Allez-y, désabusé. Alors, je trouve le patron de Nako Diabaté doit quand même offrir des ordinateurs à la RTG parce qu'ils ont vraiment fait sa publicité. Merci beaucoup. Allez-y Moussa. Alors, allez-y Moussa. Sincèrement. Ouais. Les grandes gueules. Même non, je vais pas t'attaquer si tu fais pas de geste. Je trouve que même le plus banni de la société, un jour, Dieu lui offre une seconde de gloire. C'est la saison de gloire de la RTG. Il faut accepter ça. C'est la maison mère. On a passé quand même toute une semaine en train de parler de ses problèmes, de ses déboires. Mais aujourd'hui, quand on dit décret, aucun média ne peut parler d'audimat face à la RTG. Je vous le dis. Donc c'est sa saison de gloire. Tant que ces décrets, ces nominations ne sont pas finis, nous sommes accrochés à la RTG. Et c'est normal, lorsque vous avez autant de courtisans, autant de partisans, que vous fassiez la belle. Donc moi j'encourage la maison mère, c'est notre vieille mère, c'est normal qu'on nous dise dans un instant et que cet instant corresponde à 4 heures d'attente, à 3 heures d'attente. Donc il ne faut pas les envoler. Et je ne suis pas d'accord avec Antoine. L'émission Clap, c'est la dernière des émissions qui existent sur le 7e art. Le 7e art est mort, enterré. Lui, il se bat, il trouve du contenu non, s'il te plaît, dans des conditions difficiles. On n'a pas de salle de cinéma. Les cinéastes qui existent ont du mal à faire prospérer leur métier. On n'en a pas. Le FESPACO se tient là. Il y a des difficultés. Alors, ce monsieur se bat depuis des années à trouver du contenu pour cette émission. Comme pensez-vous de ce nouveau ministre ? Ce serait vraiment dommage de cracher là-dessus. Le Clap, vraiment, à sa raison d'être, il continue de le faire. Parce que c'est une claque qu'on lui a donnée parce qu'il ne sait pas c'est quoi le 7e art. Par rapport aux nominations, je trouve que... au compte-gouttes, cette nomination, à mon avis, signifie que Doumbouya, le colonel Doumbouya et ses hommes travaillent sur les profils, travaillent énormément sur le profil. S'ils ne travaillaient pas sur le profil, on nous aurait sorti une liste déjà bien faite, avec des noms calés, et on serait passé tout de suite à la lecture des décrets à l'antenne. Mais le fait que ce soit au compte-gouttes, c'est l'analyse que j'en fais. Cela démontre qu'il y a des profils qui sont étudiés, on vous passe un peu à la loupe, on essaie de savoir mais qui c'est, est-ce qu'il a des antécédents assez graves, est-ce qu'on peut lui faire confiance pour tel poste ou tel autre. Je pense que c'est le résultat de ce travail. Peut-être aussi que c'est une stratégie qui permet à nous autres, qui permet notamment à la junte de gagner un tout petit peu en temps, parce qu'on n'a pas envie de faire un mauvais casting et mettre quelqu'un qui pourrait ne pas être dans un peu le joyau qu'on a annoncé à l'avance en parlant de non au recyclage. Je pense que tout cela est fait à dessein pour permettre à ce que les Guinéens puissent quand même avoir une équipe gouvernementale costaud, une équipe gouvernementale qui puisse mener à bon port la mission qui leur sera confiée. Je trouve que donc de Maurice Sanda, celui qui se bat perpétuellement contre les mutilations génitales féminines, qui est en guerre perpétuelle contre l'excision, et Madame Dafé, que je ne connais pas assez bien, et Yombuno que j'ai connu quand il était à Plan Guinée. Donc ces ministres, à mon avis, ont le profil qu'il faut pour pouvoir pour pouvoir jouer le rôle qu'il faut à la tête de leur département. Maintenant, il reste à pouvoir d'autres ministères. C'est là où l'enjeu est de taille. Quand vous avez des ministères régaliens comme celui de l'économie, le ministère du budget, les mines, vous avez le ministère de la justice qui est encore à temps, vous n'imaginez pas tout ce qui se fait dans l'ombre, toutes les bousculades, toutes les intrigues et tous les coups bas qui peuvent avoir lieu à ce sujet-là. Donc je trouve que le casting, il est bien fait.
les profils sont bien étudiés et cela pourrait permettre donc à la Guinée de sortir un tout petit peu du trou, une liste de gens compétents qui pourront bien gérer cette transition. Voilà ce qu'on pouvait dire évidemment sur cette nomination. On revient dans un instant. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Ça te démange, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu sais, ça, j'ai même oublié qu'on est à l'antenne. Mais c'est un peu les préoccupations majeures qui s'ouvrent au-delà de ces nominations. Je prends deux domaines, par exemple. Et le domaine des Guinéens de l'étranger, la fameuse question d'une interface qui fonctionne. Vous vous rappelez, il y a quelques mois en arrière, le ministre Dr Ibrahima Khalil Kaba sortait une note sur les priorités du ministère des Affaires étrangères. Une des priorités, Lamine, c'était quoi en Guinée? C'était la gestion du courrier. La gestion du courrier. Électronique Mais courrier là. Ok. C'était... Non, c'est pas l'adressage. C'est-à-dire, monsieur Lamine Guérassi, objet, demande d'emploi, tout ça. C'était une priorité pour le ministère des Affaires étrangères. Vous vous rendez compte où on était? Et on vous dit l'autre priorité, c'est avoir un site internet. Wow. Oui. Et quand j'ai vu ça, je me suis amusé à aller sur internet pour aller voir au fond c'est quoi le problème. Qu'on vous dise que la porte d'entrée pour la Guinée ne gère pas bien son courrier. Première chose. Deuxièmement, vous ne pouvez pas, sur la base d'un portail électronique, accéder au ministère des Affaires étrangères. Il y a encore quelques mois en arrière, ça c'était une des préoccupations. C'est sans parler des obligations de mobilisation de ressources, parce que c'est aussi la coopération là qui lui est confiée. Sans parler de la condition des Guinéens, même sur le passeport qui relève en partie du ministère de la Sécurité, ce sont autant de responsabilités à attendre de ces personnes. Je pense que le plus grand acquis en l'ayant, et je pense que c'était prémonitoire, Dr Maurice Sanda Kouyaté, à la tribune des Nations Unies, commençait déjà à plaider le système des Nations Unies pour ne pas sanctionner la Guinée dans cette période transitoire. On verra donc ce qui va en être, mais de nombreux défis l'attendent pour le bien des Guinéens. Voilà, mais nous partons sur le terrain en Zérekoré. Voilà, on parle de cet incendie, évidemment, de nouveau de ce côté. En direct, Joseph Sagno. Les grandes gueules. Bonjour, Joseph, bienvenue sur Espace. Oui, bonjour, monsieur Lamine. Oui, Joseph, vous êtes l'une des victimes de l'incendie du marché de Nzérékoré. On apprend que vous êtes la première, c'est votre boutique qui en premier a pris feu. Dites-nous ce qui s'est passé à ce jour. Combien de victimes on a pu enregistrer? Exactement. Vous allez peut-être mesurer sur ma voix l'émotion énorme qu'il y a. Le soir du samedi, je suis sorti du marché entre 18h20 et 18h25. Et lorsque j'étais dans mon annexe, le courant est déjà d'abord parti à partir de 18h. Et je me suis rassuré que les fils que moi j'utilise, j'ai tout enlevé. Et je reste, il y a une femme qui vient prendre de l'argent chez moi, je fais avec elle, et puis elle part. Je sors de mon annexe, je ferme tout. Il y a le voisin même qui est là, qui vient, qui m'aide. Nous fermons et moi je sors. Je suis allé voir un match de football. Après, je suis entré chez ma maman. Et on m'appelle à partir de 20h08. Oui. On me dit qu'il y a de l'incendie dans mon annexe, pas au fait dans le marché. Par rapport à l'incendie, aujourd'hui on se pose des questions sur les causes. Donc on parle d'un court-circuit. Est-ce que vous le confirmez ce matin? Parce que certains estiment que ça a commencé par vous. Est-ce que vous n'avez pas été un peu... vous n'avez pas été négligent en laissant quelque chose sur place? Dites-nous concrètement ce qui s'est passé, l'origine véritable de l'incendie. Bon, moi, à chaque fois que je sors de ma boutique, je me rassure que tout est débranché.
Et lorsque je suis venu sur les lieux, lorsque nous avons tenté d'ouvrir la porte, parce que les fils sont, n'est-ce pas, du côté de la porte, en fait. Et lorsque nous venions, il n'y avait pas de traces de feu sur les fils. Le feu venait de par l'angle gauche, au fait. L'angle gauche. Et lorsque nous sommes venus tenter d'ouvrir, les serrures étaient chaudes. Et le feu était d'abord dans mon annexe. Et le temps que les gens prennent pour m'appeler avant que je ne vienne, il y a déjà quelques minutes. Et lorsque les autres boutiques ont commencé à être affectées, c'était au-delà de 22 heures. Dites-moi, l'effet de l'incendie causé par l'électricité ne prend pas ce nombre d'intervalles-là de temps. Je ne crois pas. Donc vous ne croyez pas à une origine électrique de l'incendie. Pour vous, c'est criminel. Moi, c'est criminel parce que le voisin direct sur ma gauche, son annexe a commencé à brûler à 22 heures, au-delà de 22 heures. Et par rapport aux pertes subies, dites-nous qu'est-ce que vous avez perdu en termes de biens, et au total, à combien peut-on estimer, totaliser le nombre de victimes? Déplorer. Moi, personnellement, j'ai perdu 475 millions. C'était la valeur de marchandises qui était chez moi. Et avec la chambre de commerce, ils sont venus sur les lieux, ils ont essayé de compter. Il y a 160 lieux qui ont été affectés. Maintenant, ceux-là qui ont été vandalisés et autres, ça fait plus de 400. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 600 familles qui vont retourner dans un état de pauvreté extrême. Vous savez, après tout ce que le pays a connu, et 8 occupants du 10 sur le marché sont des femmes. Et nous savons que les ménages chez nous dépendent directement de ces femmes-là. Absolument, on comprend parfaitement. Oui. Je disais, on comprend parfaitement bien votre émotion ce matin. Comme vous l'avez dit, ça s'entend à votre voix. Mais essayons de progresser dans la discussion, parce que quand il y a incendie criminel, je ne sais pas quelles sont vos compétences pour qualifier l'incendie de criminel d'une part, mais surtout, et j'entends bien que vous êtes une victime dans cette affaire, mais pour que cela justement ne se reproduise pas, est-ce que vous ne pensez pas que la première des choses à faire, je sais que je prêche malheureusement dans le désert parce que ça ne sera jamais fait, mais est-ce que vous ne pensez pas que la première des choses à faire, c'est qu'il y ait une enquête qui soit menée pour que cela ne se reproduise tout simplement pas, et qu'on arrête à chaque fois de constater les faits en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter ce genre de choses? D'abord, les premières remarques personnelles que moi je fais dans le marché, ceux-là qui restent dans le marché après que nous soyons partis, le gardiennage du marché. Le gardiennage du marché d'abord. Parce que pour moi, il fallait, n'est-ce pas, recruter une entreprise privée qui est chargée de garder le marché. Bien. Merci beaucoup en tout cas, Joseph, pour ce témoignage ce matin dans les GG sur Radio Espace. L'émission continue. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Merci à vous qui nous écoutez sur Suite FM Guinée tous les soirs. Évidemment, vous avez accès à cette émission. On s'intéresse à tout autre sujet, Moussa Moïsi, la sécurité maritime. Ouais. Un nouveau cargo donc attaqué hier en mer. Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur que chaque semaine, sincèrement, que je revienne sur un sujet aussi grave, parce que j'ai comme l'impression que ceux qui s'adonnent à ces attaques nous écoutent et qui prennent du plaisir à répéter les attaques à chaque fois qu'on finit un numéro des Grandes Gueules. Ouais. Parce qu'on ne peut pas quand même enregistrer en moins de 2 semaines 2 attaques en rade, c'est-à-dire à côté de Boulbinet. C'est extraordinaire. Cette fois-ci, il s'agit d'un cargo aluminier de 137 mètres de longueur et qui est arrivé en rade à Conakry dimanche octobre donc à 21h, pour prendre 12 600 tonnes d'alumine.
ce cargo est consigné donc par la société OBT. L'attaque a été lancée par des hommes donc, qui sont venus à bord toujours de pirogues, armés donc avec des armes à feu, qui sont montés à bord, qui ont pu agir. Mais le capitaine de cargo avait lancé des signaux d'alerte à la capitainerie du port, qui à son tour a informé la préfecture maritime pour les dispositions à prendre, parce que c'est lui qui coordonne les actions de l'État à mer. Donc la marine nationale, la gendarmerie nationale, j'apprends que cette fois-ci ont été mobilisés pour intervenir, mais avant, encore une fois, que ces moyens, ces forces publiques n'atteignent le cargo attaqué, eh bien les pirates avaient fini de commettre leur sale besogne. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils sont partis. Bien. Je pense que le préfet, pour une fois, c'est pourquoi, pour ne pas trop m'étaler là-dessus, j'ai demandé au préfet maritime, qui est le patron de la surveillance des actions de l'État à mer, de prendre la parole, de nous expliquer pourquoi on est incapable de mettre fin à ces attaques ou d'attraper un seul pirate qui puisse au moins nous avouer ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui sont cachés derrière cette histoire. Parce qu'il y va quand même de la sécurité du pays. Ce n'est pas qu'un cargo qu'on attaque, un bateau qu'on attaque, c'est quand même un pan du territoire qui échappe à tout contrôle. Merci. Voilà. Allez, Jacques Liwa, on a en direct donc le préfet maritime Diomandé. Il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Diomandé, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, avant d'aller sur les questions de sécurité globalement, qu'est-ce que vous savez de cette dernière attaque qui est intervenue donc hier, nous apprendons? Bonjour monsieur. Voilà, je pense qu'on l'a perdu. Hein. Non, je suis à l'écoute. Oui, la question donc c'était de savoir ce que vous savez, ce que vous avez à nous dire par rapport à cette attaque qui, la toute dernière qui est intervenue à mer. Je vous remercie. Alors, je suis à l'écoute. Wow. Je suis à l'écoute. Ça va être plus compliqué. Hein. On fait de la radio. Je suis là. à l'écoute. Voilà. Qu'est-ce que vous en savez des attaques d'hier? L'attaque qui s'est passée hier, qu'est-ce que vous en saviez? En fait, comme vous l'avez bien dit, le lundi 25 octobre, le navire cargo White TV a été attaqué à 2h08. Bon. J'ai dit que le lundi 25 octobre, le navire cargo White TV a été attaqué à 2h08. Immédiatement, nous avons été informés par la capitainerie, c'est-à-dire le centre opérationnel maritime de la préfecture a été informé. On a informé immédiatement. Donc nous avons contacté la marine nationale qui était sur place. Bon. On a informé la marine nationale, la vedette de la marine nationale qui était déployée dans les environs. Oui. Voilà. Essayez d'éteindre la télévision. La marine est arrivée là-bas à 2h23. Vous me suivez? On vous suit. Mais éteignez la télé et écoutez-nous à travers le téléphone. Sinon, ça va être très compliqué. On peut faire une interview Allez, ça va être très compliqué, monsieur. Écoutez-nous à travers le téléphone. Allez-y. Je dis, la vedette est arrivée à 2h23. Allô? Allô? Bien. Oui, allez-y. Monsieur Diomandé, est-ce que vous pouvez expliquer jusqu'à la fin? Après, on vous posera des questions. Vous n'avez pas besoin de nous écouter après. Continuez à expliquer jusque là où on décidera de vous arrêter. Donc, je disais que la marine, quand la capitainerie nous a informé à 2h08, nous avons informé la marine, la vedette de la marine, le P328, qui était dans les environs, qui est arrivé sur le site à 2h23. Arrivé à 22h23, il a regardé, il n'y avait aucune barque à côté du navire. On lui a dit alors de rester à côté du navire pour attendre que s'il y a des gens là-dedans. On a essayé de rentrer en contact avec le capitaine de bateau qui nous a dit en fin de compte qu'il y avait 7 personnes à bord et qu'il les voyait par la caméra. Donc la vedette est restée à côté, on a immédiatement mis les dispositions pour envoyer des hommes armés aller aborder le navire. C'est ainsi que nous avons pris des marins et des gendarmes qui sont allés, ils ont abordé le navire, ils ont fouillé le bateau, ils n'ont absolument rien trouvé. Ils n'ont trouvé personne dans le navire. Voilà comment ça s'est passé. Et ce qui nous intrigue, parce que le navire est arrivé à 1h21. Elle a été attaquée à 2h. Elle a été attaquée à 2h08. Immédiatement, nous avons été informés, on est arrivé à 2h23. La séquence maintenant,
la séquence de l'attaque maintenant, c'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que est-ce que c'est possible? Donc voilà. nous avons fait immédiatement, nous avons fouillé le bateau, on n'a rien trouvé. Et le capitaine dit qu'il a une caméra. Donc, ce que notre souci est maintenant aujourd'hui, monsieur, je vous dis, vous m'écoutez? Vous êtes à l'antenne, allez-y, votre souci maintenant. Notre souci est maintenant de savoir est-ce que réellement le navire a été attaqué. Parce que si le navire est attaqué, il y a des caméras de surveillance à bord des navires. Ça commence à nous intriguer ces attaques-là. Parce que hier même, à la même heure encore, il y a un navire qui était à côté Adrasta. Les consignataires sont venus nous dire que le navire dit qu'il a été attaqué à 3h20, alors que ce n'était pas possible. On est dans une séquence d'attaque. Lui, il est à côté de nous encore, il dit qu'il a été attaqué. Donc nous avons des doutes maintenant. Parce que je vous dis, c'est le monde maritime. Les gens, ces attaques-là sont subventionnées souvent par l'assurance. Est-ce que c'est réellement ces attaques? C'est pour ça, dès que le navire est rentré hier à Conakry, on a déployé une équipe d'enquêteurs de la gendarmerie maritime qui est allée à bord et faire les investigations. Donc, chez nous, les investigations continuent. Voilà. Le préfet maritime en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Ahmed. Oui, monsieur le préfet. Alors moi, je suis ravi que effectivement vous souleviez ce pan-là, c'est-à-dire qu'effectivement il y a de l'assurance, de la réassurance, et je comprends que vous ayez des doutes. Mais est-ce que vous ne pensez pas, tout simplement, que c'est pas, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, que c'est pas aux navires de prouver qu'ils se sont fait attaquer. C'est peut-être à vous d'avoir le matériel nécessaire et pour faire les enquêtes nécessaires afin de prouver ce que vous soupçonnez, c'est-à-dire des fraudes à l'assurance. Je vous remercie. En fait, c'est ce que je vous dis, nous sommes en train de faire nos enquêtes. Nous sommes en train de faire nos enquêtes. Et s'il n'aurait réellement, parce que nous avons si réellement le navire a une caméra de surveillance, il doit avoir enregistré les séquences de l'attaque. Donc nous sommes en train de faire nos enquêtes. Et ce que je vais vous dire, le problème de la problématique de la sécurité maritime, c'est un souci pour nous aussi. Si l'État a créé la préfecture maritime, c'est pour faire face aux différents actes illégaux qui se passent en mer. Le souci aujourd'hui, le souci de la préfecture maritime est que c'est éradiquer ça. C'est un problème qui n'est pas en Guinée seulement. Mais comme c'est notre pays, nous sommes soucieux de là. Sinon, nous avons tout le long du golfe de Guinée, nous avons des attaques du Ghana jusqu'en Angola, il y a des attaques régulièrement sur les navires. Et la problématique ici, chaque fois qu'on vous parle de la préfecture maritime, d'accord, c'est l'institut chargé de la coordination. Mais dites-moi, quels sont les comment on appelle, les investissements qui sont faits pour nous renforcer dans notre travail. On fait plus de travail à terre qu'à mer. Quand vous avez dit la dernière fois qu'on remettait 80 millions pour la surveillance au navire de la Marine nationale. 80 millions, chaque navire, je vais vous donner un exemple des statistiques. Un navire de la Marine nationale, les petites vedettes peut prendre 6 000 litres. 6 000 litres pour 10 jours. Et dans un mois, il y a combien de jours? Il y a 30 jours. Les 6 000 litres là, après, donc, normalement, il doit y avoir 18 000 litres pour un mois. 18 000 litres, c'est combien de francs guinéens? 18 000 litres, c'est combien de francs guinéens par rapport à 80 millions? Ceux qui investissent, nous savons que nous avons le souci aussi de défendre. Nous avons le souci de défendre les autres. Mais si on est en train de faire des investissements à terre pour rendre le port de Conakry très bien, il revient aussi de donner un moyen aussi aux surveillants pour rendre notre port sécurisé. Donc il faut comprendre que tous les jours qu'on attaque, la dernière fois vous avez attaqué le problème des cargos, le bateau de pêche qui a été attaqué. C'est un bateau de pêche qui a été abandonné. Il y en a dizaines et des dizaines de bateaux qui sont abandonnés comme ça en Guinée, qui sont abandonnés à la rade, qui viennent, qui n'ont pas de licence, au lieu de partir, ils restent. Et c'est le navire qui a été, par exemple, le cargo qui a été attaqué, c'est un cargo qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de poisson, qui n'a absolument rien à bord. Il n'a absolument rien à bord. Si ce n'est pas un règlement de compte, c'est des gens qui passent tout le temps. Il n'y a que 2 gardiens à bord. On met 2 gardiens à bord et ça va là, ils sont bons. C'est s'ils font le va-et-vient. Voilà. Donc vous nous dites ce matin, quand on dit que l'État peut faire face à tout ça. Monsieur Diomandé, vous nous dites ce matin peut-être qu'il y a des soupçons de fraude, hein, on va dire en tout cas à l'assurance. Fraude à l'assurance, oui. Ouais. Non, mais Monsieur Diomandé, à vous entendre, c'est un aveu d'impuissance, d'échec
que j'entends là, vous ne voulez pas le dire clairement. Non, mais attendez. Non. Mais laisse-lui poser ta question. Il pose ta question. Non, il a l'air de vouloir accuser. Non, il fait un bilan. Ahmed, tu n'es pas son porte-parole, quand même. Ah, calme-toi. Monsieur Diomandé, je comprends que vous voulez... Non. Je comprends que vous vouliez accuser les détenteurs de bateaux de vouloir inventer des histoires pour se victimiser. Mais à votre niveau, dites-nous clairement c'est quoi votre bilan. Dites-nous concrètement. Mais il vient de te le dire. Non. En termes de bilan, jamais on a appris que... Attendez, écoutez la question, monsieur le préfet. Jamais on a appris que... Attendez, écoutez la question. Jamais on a appris... Jamais on a appris que vous avez pu empêcher une attaque en mer. Jamais on a appris que vous, depuis que vous êtes là, vous avez empêché des pirates de prendre un bateau ou un navire. Dites-nous concrètement en termes de bilan, quel est l'acte concret que vous avez posé depuis que vous êtes à votre poste, qui soit un acte salutaire? Il n'y en a pas. Mais ils n'ont pas de moyens, c'est tout. Je vous dis, c'est vous qui le dites. Moi, je vous rappelle maintenant. Un Chinois, le pirate qui avait tué le Chinois à bord d'un bateau de pêche ici. Si vous avez souvenance, on a arrêté les gens, on les a mis à la justice, on les a mis à la disposition de la justice. Ils n'ont même pas fait 3 ans, 2 ans en prison, ils sont sortis. Si vous avez oublié, les gens qui avaient tué, les pirates les bandits qui avaient tué les Chinois à bord du navire avaient été arrêtés par les forces de sécurité et de défense. Vous avez oublié ça. On les a mis à la disposition de la justice. La justice les a libérés après. Quand vous dites en termes de bilan, la problématique de la sécurité maritime concerne tout le pays. Pour la petite histoire, il y a eu plusieurs réunions au sujet de cette sécurité maritime. Et on a réuni plus de 7 ministres sur ce dossier. À l'issue de cette réunion qu'on a parlé de 80 millions. 80 millions, je vous l'ai dit, 80 millions par rapport aux dépenses qui se passent en mer. Par rapport aux dépenses. Ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est l'appel à tout le monde. C'est le souci de tout le monde. Ce n'est pas le souci de la préfecture maritime, ce n'est pas le souci de la marine nationale, ce n'est pas le souci de la marine nationale et le souci de la préfecture maritime, c'est d'avoir des eaux sécurisées. Et il revient, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'investissements qui se passent aujourd'hui au port de Conakry. La dernière fois, on a remis là, on fait des investissements là-bas. Est-ce que dans le cadre de la sécurité maritime, qu'est-ce qui est fait? Alors qu'il y a un chapitre qui est là, qui est dédié à la sécurité maritime. Est-ce que ces moyens-là sont mis pour la sécurité maritime? C'est là où on a les deux. Quand vous parlez de la préfecture maritime, toujours la préfecture maritime, je ne me sens pas victime. Voilà. De votre côté, je suis un peu victimisé parce que c'est toute la charge est posée pour là. Est-ce que les moyens sont mis est-ce que les moyens sont suffisants pour assurer la sécurité de la rade? Voilà, ça c'est l'autre question. Il faut qu'on soit clair dans ça. Voilà. Nous faisons les enquêtes. Depuis qu'il y a vous n'avez jamais entendu qu'une administration nous a appelés pour nous dire voilà, on fait subvention, vous faites cette subvention pour pouvoir nous aider à sécuriser les eaux. Donc vous êtes laissés pour compte, hein, c'est bien cela. Vous êtes un peu les enfants mal aimés de la République. Si, avec eux seulement. Bah oui, parce que c'est ce qu'il dit, hein, mon cher Ahmed. On va revenir avec lui dans la deuxième partie de l'émission, si vous le voulez bien. Les grandes gueules continuent sur Espace. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.